Aujourd'hui, on va parler du Canon R8, mais juste après l'intro. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, la chaîne où on parle de tout, hein, en photo et en vidéo, de matériel, de créa, de shooting, etc. Et aujourd'hui, tout spécialement, nous avons un invité vedette, le tout nouveau Canon R8, qui vient de passer du statut de la précommande au statut de disponible sur les étagères de vos revendeurs, même si c'est déjà pénurique. Puisque vous constaterez en allant voir, le jour où je tourne cette vidéo, qu'il est indisponible un petit peu partout. Là, cet exemplaire, c'est celui Canon France qui était en démo chez mon fournisseur habituel Déclic 17 à Saintes. Je leur ai donc piqué le jouet pour pouvoir l'expérimenter tout simplement, et puis vous restituer cette expérience, alors pas en avant-première parce que d'autres l'ont fait, mais parmi les premiers qui pourront vous le restituer. Et puis on fera ce qu'on fait d'habitude sur cette chaîne. D'habitude on teste du matériel d'occasion et puis on compare avec d'autres matériels d'occasion dans le même prix. Et bien là on teste ça et on va le comparer avec d'autres boîtiers dans la même gamme de prix, que ce soit du neuf ou de l'occasion. J'ai même envie de dire surtout de l'occasion, parce que évidemment ici, occasion. Alors avant de commencer à parler de ce Canon R8, petite parenthèse si on peut dire, donc là il s'agit en aucun cas d'une vidéo sponsor, il n'y aura pas non plus de lien affilié, parce que pour l'instant je ne le fais pas, peut-être plus tard. Aujourd'hui, je profite d'une opportunité, hein. C'est un exemplaire de Canon France qui était disponible chez Déclic 17, qui est mon fournisseur habituel, hein, tout simplement. Et donc j'en profite brièvement, je l'emprunte, et puis je teste et je vous le restitue. Enfin, en réalité, j'ai déjà testé, maintenant je vous restitue. Et puis donc, pour commencer, on va parler de la fiche technique de ce R8. Avant d'amener le petit retour d'expérience. Il s'agit d'un boîtier qui est marketé amateur. C'est en fait le premier boîtier, c'est l'entrée de gamme du plein format dans la gamme R, qui vient remplacer, si on peut dire, le Canon RP, qui était présent sur le marché de mémoire depuis 2019. Donc là on a quelque part la variante du RP modernisé. Vous allez voir plus loin qu'on est plus que modernisé. C'est un boîtier, alors vous voyez ma main, voilà, c'est un boîtier extrêmement compact. Je peux même vous le comparer avec un autre 50 mm Sigma A Canon R8 avec pare-soleil. Attendez, on va faire mieux que ça. Je vous enlève le pare-soleil et le bouchon pour voilà, la volumétrie d'un 50, la volumétrie d'un Canon R8. On est vraiment sur un boîtier extrêmement compact. Et vous allez voir que malgré cette compacité, on a quelque chose de très efficace. Alors, 414 grammes, oui c'est ça, 414 grammes. Donc autant dire que c'est vraiment tout petit, c'est minuscule même par rapport, si je compare avec mon chouchou, le Canon R3, rien à voir, hein, le Canon R3 est plus de 3 fois plus lourd que ce Canon R8, mais ce petit hybride plein format, marketé comme amateur, c'est un 24 millions de pixels qui va vous permettre d'aller de 100 à 100 ISO à 100, 2000 et 400 ISO. En photo, en vidéo, il est bloqué à 25 000, ce qui est déjà pas mal. Et puis, il va avoir une dynamique de capteur de 1468, ce qui est assez considérable. Alors, 1468, c'est à 100 ISO. Hein. Mais c'est déjà considérable. C'est une courbe en droite descendante. Alors, sur la dynamique, parce que je sais que tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec la notion, j'avais fait une vidéo il y a quelques semaines, peut-être même 2 mois maintenant, de ça. Je vous la mets en lien, je ne sais plus de quel côté c'est, en fiche, pour que vous puissiez aborder cette notion. Je vous mets aussi en fiche la vidéo que j'avais faite sur la définition, parce qu'il y a toujours une question qui se pose, c'est faut-il un R5 avec plus de 40 millions de pixels, ou est-ce que un boîtier comme celui-ci avec 24 millions de pixels fait l'affaire? Eh bien oui, ça fait l'affaire, et je vous explique pourquoi dans la vidéo sur la définition. Maintenant, côté ISO,
ISO, on a dit qu'il monte à 102 000 ISO, ce qui est absolument énorme. Jusqu'à quel seuil est-ce qu'il est bien? Pour moi, il est bien à 6400 ISO, il est exploitable à 12 800 ISO, ce qui pour un entrée de gamme plein format, est absolument considérable, hein. Vous avez les premières expériences qui ont été faites par les marques, que ce soit Canon ou Nikon, avec le 6D chez Canon, le D600 chez Nikon. On est très loin de ce genre de performance, même si c'était des bonnes machines. Donc on a un capteur là, qui est clairement très bon, je vais même jusqu'à dire excellent, pour l'entrée de gamme du plein format. Ensuite, nous avons un système d'AF qui est le système d'AF d'aujourd'hui sur la gamme R, c'est-à-dire un système à reconnaissance de forme, il reconnaît les visages, les véhicules, les personnes, les animaux. Le catalogue de reconnaissance de forme qu'il y a dans ce boîtier a été enrichi par rapport à celui du R3, donc ça veut dire que vous avez même ici un catalogue plus intéressant que celui du R3. Alors, est-ce que ça fait vraiment la différence? Parce que c'est très performant ce système, et même des objets hors catalogue sont très bien accrochés par la F, donc voilà. Après, c'est toujours un plus, effectivement, d'avoir une reconnaissance sur ce système-là, d'autant plus que ça fonctionne très bien. Par contre, la cellule a une sensibilité, la cellule de détection de la F, on va de moins 6,5 pardon, à plus 21 IL. Alors là, c'est pas anodin parce que moins 6,5, bah, c'est la performance du Canon R6, premier du nom. Donc ça, c'est absolument considérable. Il faut imaginer, il y a encore quelques années de ça, c'était de la science-fiction monter à ce niveau-là de détection. Donc avoir ça sur un premier gamme plein format, c'est assez considérable. Et puis il monte à plus 21. Alors plus 21, c'est pareil, c'est un petit peu exceptionnel parce que alors déjà sur le Canon R3, on est à plus 20, ce qui est déjà beaucoup, hein. Mais plus 21, ça veut dire que il va être moins sujet aux éblouissements. C'est-à-dire quand les sujets sont très lumineux, bah, les AF sont aussi perturbés comme quand les sujets ne le sont pas. Et donc là, bah, il sera moins perturbé dans les sujets très lumineux. Que dire sur la rafale? La rafale, on a du 6 vues par seconde en premier rideau électronique. Alors, j'aime pas trop cette fonction. Par contre, en rideau électronique pur, hein, en obturateur électronique pur, il est à 40 images par seconde, ce qui est absolument dément, c'est considérable. Justement sur des appareils semi-pro, on était très loin jusqu'à présent de pouvoir avoir ce genre de cadence. Bah là, on l'a sur un boîtier à même pas 2000 €. Côté vidéo, on a une machine qui est capable de vous faire de la HD en 180 images par seconde, c'est énorme. Sur cette gamme-là, c'est énorme. Et en 4K, 60, ce qui est tout simplement très bien. Par contre, là où on va bonifier un petit peu le sujet, c'est que ce boîtier a du C-Log 3, ce qui est carrément très bien, pour ceux qui travaillent en flat, hein, bien sûr. Et puis, on peut aussi l'utiliser en H265, ce qui est aussi une plus-value, même quand vous travaillez en 8 bits, en Rec 709. Donc là, en vidéo, on a un très bon outil, ce qui va ravir les vidéastes qui voulaient faire un peu d'économie sur le boîtier et puis pouvoir avoir quelque chose qui tienne bien la route. Et ben là, pour le coup, on a une réponse, hein. On n'est pas forcément obligé d'aller tout de suite sur du R6 Mark II, même si le R6 Mark II a des atouts dans sa manche qu'on ne reniera pas. Bah, le prix du jouet, j'ai déjà vendu la mèche, hein. C'est un appareil nu à 1800 €. Eu égard à cette fiche technique, c'est assez épatant parce que là, clairement, ce que vous avez dans la boîte, c'est une capacité professionnelle. C'est sans équivoque, hein, c'est marqué amateur. Alors, je vous le montre de dos. Vous avez ici cette petite joystick, là, si on peut appeler ça comme ça, qui vient remplacer ce qu'il y a sur les boîtiers pro, qui est une petite molette qui est extrêmement pratique. En fait, on voit tout simplement que ce boîtier est designé comme les boîtiers amateurs de la gamme Canon. Donc l'intention est bien de faire un boîtier amateur, mais pourtant, la fiche technique est telle que on est dans la capacité professionnelle. Qu'est-ce qu'on peut souligner de plus et de moins qu'il y a en plus sur cette machine-là? Il n'y a pas de stabilisation du boîtier, il n'y a pas d'IBIS.
Alors l'IBIS est un très gros atout, mais la plupart d'entre vous auront certainement appris à s'en passer parce que vous venez de l'univers réflexe probablement et que sur un réflexe ça n'existe pas, tout au moins sur un réflexe Canon ou un réflexe Nikon. Vous n'avez pas d'obturation mécanique. Alors moi j'y suis très attaché, peut-être beaucoup d'entre vous ne le seront pas. Donc ça veut dire que vous travaillerez en électronique et vous serez à l'aise avec ça. Moi je vous cache pas que pour tout ce qui est photo, l'électronique est exclue sauf contingence particulière. Par exemple s'il me faut une vitesse d'obturation très supérieure au fameux 1/8 millième de seconde qui est le max qu'on sait faire en obturation mécanique. Ce que vous avez de bien en termes de nouveauté là-dessus, c'est la fameuse Rafale RAW qui permet de capter la demi-seconde qui précède le déclenchement. Ça va intéresser les gens qui font de la photo de sport ou de la photo animalière où souvent on se fait un petit peu devancer par l'action. Et bien là, le problème est résolu puisque quand vous allez appuyer, vous avez déjà la demi-seconde qui précède. Donc ça veut dire que si vous êtes un petit peu en retard d'une petite demi-seconde, vous avez une petite chance de pouvoir rattraper ce que vous avez loupé. Donc ça c'est très très intéressant. Il y en a même qui rêvent que cette fonction arrive sur une mise à jour du Canon R3, c'est pas le cas pour l'instant. Sur le Canon R3 on a une mise à jour qui nous fait de la rafale à 195 images par seconde. Ça sert absolument à rien, mais bon, on peut se la péter devant les copains. Et on n'a pas la Rafale RAW qui pourtant rendrait bien service à tous ceux qui font de l'action. Mais voilà, ce sera peut-être sur le R3 Mark II, peut-être, je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y a une fonction là-dessus, ici, qui va intéresser les gens qui font de la macro. C'est une fonction de focus taking intégrée dans le boîtier. Donc ça peut être pratique, alors, sauf si vous aimez le faire à l'ordi, à la main, tranquillement, posément, voilà. Oui, parce que il y a ceux qui veulent le résultat, donc effectivement, là, vous l'aurez. Et puis, il y a ceux qui aiment travailler le sujet dans Photoshop, et puis indéniablement, c'est amusant, donc voilà, est-ce que vous le faites sur le boîtier ou est-ce que vous le faites sur Photoshop? La fonction existe, vous pourrez en profiter avec le Canon R8. Alors avant de passer à la suite de la vidéo, on va passer au comparatif. Petite conclusion globale sur ce Canon R8. Alors, première prise en main, il est comme les autres boîtiers de la gamme R, il est agréable et facile à prendre en main. D'ailleurs, ce qui m'avait frappé quand je suis passé de Canon à Nikon et que je suis passé directement sur les boîtiers Canon R, c'est que les Canon R sont très faciles à prendre en main, même quand on vient d'un autre univers. Donc celui-ci n'échappe pas à la règle, hein, il est facile à prendre en main et agréable, même si son écran par exemple est un tout petit peu plus petit que celui du Canon R6, il reste très agréable à utiliser, il est très réactif sur le tactile, ça il n'y a pas de problème. Pareil pour la visée électronique, elle fonctionne très bien, elle est un petit peu moins définie, mais elle reste très agréable à utiliser. Donc là-dessus, même s'il y a des petits compromis de définition, en réalité, c'est un boîtier agréable. Et puis, finalement, la fiche technique, la promesse, est à la hauteur, hein, puisque alors j'ai pu vous passer, en même temps que je parle, quelques résultats. La montée en ISO est très bonne, l'AF est très percutant. J'ai envie de dire, là, on commence à être habitué, voilà. Avec la gamme R, ça commence à devenir un petit peu sans surprise que la promesse soit au rendez-vous. Maintenant, on va comparer ça avec un boîtier neuf et deux occasions, et on va voir que, surprise, hein, faut rester jusqu'à la fin. Premier élément de ce comparatif avec le Canon R8, c'est son frère qui est sorti quelques mois auparavant, c'est le Canon R7. Alors pourquoi ce comparatif osé? Parce que d'une part c'est un boîtier qui est à peu près dans les mêmes volumétries, hein, c'est un 530 grammes, il est un petit peu plus lourd, mais c'est un APS-C. Alors pourquoi je compare un APS-C avec ça, qui est un plein format? Tout simplement parce que à une époque, le plein format c'était une question de gamme, c'est-à-dire qu'il fallait forcément mettre le budget, et souvent des budgets supérieurs à 3000 € pour pouvoir accéder à du plein format.
Aujourd'hui, le plein format se démocratise, en particulier si vous partez sur de l'occasion, on peut même avoir du plein format à moins de 1000 euros. Donc ça veut dire que quelqu'un qui a besoin d'un plein format peut avoir un plein format. Donc ça veut dire que le choix entre le plein format et la PSC, c'est un choix de besoin technique et un petit peu moins un choix de gamme et de nécessité de gamme et de contraintes de budgétaire. Et là, en l'occurrence, on va comparer le R7 qui a un boîtier vendu 1500 euros, donc un petit peu moins cher que le tout nouveau Canon R8. Et le plein format va intéresser en particulier les photographes animaliers ou éventuellement les photographes de sport qui veulent pouvoir, ou les gens qui font de la montagne et qui veulent pouvoir alléger le parc téléobjectif. Par exemple, au lieu d'embarquer un 600 mm, embarquer un 400 mm qui cadrera à peu près comme un 500 mm grâce au crop factor de la PSC. Donc quelles sont les qualités relatives de R7 par rapport au R8? Déjà, on a un capteur de 32 millions de pixels, donc c'est un peu plus. Je vous renvoie à ma vidéo sur la définition, où vous pourrez voir que 32 millions de pixels, on est très large par rapport à ce dont vous pourriez avoir besoin. On a un capteur qui va de 100 ISO à 32 000 ISO, donc c'est très confortable. Même si la plage est moins grande que celle du Canon R8, il est facile à exploiter jusqu'à 3200, 6400 ISO, donc ça veut dire qu'il monte bien et qu'on peut, en particulier dans les conditions limites où on va pouvoir vouloir l'utiliser pour de la photo animalière notamment, ça va être très très bien de pouvoir monter jusqu'à 6400 ISO. Sachant qu'on sera souvent entre 800 et 3002, c'est la fourchette en gros du photographe animalier. On a toujours ce même système d'autofocus Canon R avec reconnaissance de forme, avec un catalogue de reconnaissance de forme qui est assez considérable, assez élargi. Une sensibilité du détecteur de -5 à +20, donc c'est très très bien, enfin c'est même excellent, hein. Je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, des valeurs de -5, -6, -7, c'est des choses qui étaient de la science-fiction il y a très peu de temps, hein. Donc là c'est énorme de pouvoir avoir ça sur un boîtier à 1500 euros. En vidéo, il est bien, c'est-à-dire qu'on a de la Full HD 120, on a de la 4K 30, c'est bien, voilà. Mais on peut l'avoir sur ce boîtier en C-Log pour ceux qui font du format flat ou qui en ont besoin, donc ça c'est très très bien. Et puis donc le tout pour 1500 euros, et j'oublie de signaler que le Canon R7 a un bonus que n'a pas le Canon R8, c'est l'IBIS, hein, la stabilisation du boîtier, qui est extrêmement pratique pour ceux qui achètent des optiques non stabilisées et qui veulent de la stabilisation. Ça c'est clairement un atout, mais évidemment la plupart d'entre nous ont appris à s'en passer parce qu'on est nombreux à venir de l'univers du réflexe où cette chose-là n'existe pas. Pour conclure sur le R7, à quel moment choisir l'un ou l'autre par rapport au R8? Moi je dirais que le sujet c'est: avez-vous besoin d'un APS-C? Si vous êtes photographe animalier, que la partie téléobjectif est très importante pour vous et qu'il faut absolument vous alléger en prenant au maximum du 400 mm, à ce moment-là effectivement le R7 est la bonne réponse. Par contre, tous ceux qui seront utilisateurs soit optique transstandard, soit optique grand angle, vous êtes tout de suite pénalisé avec les APS-C, parce que soit ça vous contraint à des optiques de compromis qui sont certes moins chères, mais qui effectivement vont avoir moins de piquets, moins d'ouverture, etc. Donc il vaut mieux à ce moment-là être sur plein format pour pouvoir avoir le choix, par exemple, de toute la gamme Art chez Sigma, qui est peut-être un compromis de prix, mais qui n'est pas un compromis de qualité et qui vous permettra d'avoir des grands angles, des standards à des prix accessibles par rapport à d'autres marques. Et puis de travailler en grand angle ou en standard de façon très qualitative. Donc voilà, c'est important parce que jusqu'à présent, dans ces gammes de prix en dessous de 2000 euros, on était contraint par le prix du boîtier et on choisissait l'APS-C par défaut, alors que là vous allez pouvoir choisir l'APS-C par choix ou le plein format par choix et pas par défaut à cause du prix. Donc ça c'est vraiment très très important, et du coup c'est c'est un petit peu le cadeau du Canon R8. Deuxième boîtier que nous allons comparer avec le Canon R8, il s'agit du 1DX Mark II. D'ailleurs que j'ai déjà fait une vidéo, que je vous mets pareil en lien dans les petites fiches.
D'ailleurs, je vous invite carrément à mettre sur pause, à aller la voir, et puis après on revient sur cette vidéo-là. Pourquoi le 1DX Mark II? Bah, tout simplement parce que c'est un boîtier qui va se vendre en occasion dans la gamme de prix du Canon R8. Et là, du coup, c'est très très intéressant de se poser la question, de quel côté est-ce qu'il faut aller? Puisque le prix de vente est à peu près le même. Alors, le 1DX Mark II, c'est un boîtier qui était hyper pro, donc un monobloc du type du Canon R3, mais en beaucoup plus lourd, hein, puisque le Canon R3 c'est à peine un petit peu plus d'1 kg, le 1DX Mark II c'est 1340 grammes. C'est beaucoup plus. Après, enfin, si vous venez du monde du réflexe, vous en avez peut-être utilisé, vous êtes peut-être déjà accoutumé à ça, donc ça vous effraiera pas forcément. Qui dit gamme hyper pro dit boîtier construit très costaudement, donc c'est fait pour durer. C'est des boîtiers. Alors, les obturateurs étaient garantis pour 400 000 déclenchements. Dans les faits, il y avait il y avait assez peu de problèmes avant 500 000. Donc, autant dire qu'ils sont faits pour tourner. Ce qui en fait de bonnes occasions, des occasions fiables, hein, parce que vous en trouvez beaucoup qui ont aux alentours de 40, 50, 60 000 déclenchements. C'est des boîtiers qui peuvent encore faire de la route. Donc ça, c'est très bien pour un achat d'occasion. Côté capteur, c'est un capteur de 20 millions de pixels, donc 4 millions de moins que le petit R8 avec lequel nous le comparons. 100 à 51 200 ISO, donc la plage d'ISO est un petit peu moins importante que celle du R8, mais souvenez-vous, hein, le 1DX Mark II c'était un petit peu un isard des ISO. Il est capable de flamber l'ISO et de rester bon à peu près jusqu'à 12 800 ISO, ce qui est absolument considérable, et du coup assez comparable à ce qu'on sait faire avec le Canon R8. Donc là-dessus, le Canon R8 va pas forcément creuser l'écart. Néanmoins, le capteur du 1DX Mark II va avoir une dynamique de 13-48 IL, là où le R8 a un IL de plus. Donc le capteur du R8 sait faire grosso modo la même chose, mais avec une dynamique légèrement supérieure, et puis 4 millions de pixels en plus. Alors c'est pas forcément déterminant, je vous renvoie encore à ma vidéo sur la définition, mais néanmoins du coup on a un capteur R8 à 1800 € qui du coup est plus performant que celui d'un 1DX Mark II. Alors maintenant, côté autofocus, le 1DX Mark II, souvenez-vous, c'est un système d'autofocus qui avait très largement fait ses preuves, hein, qui faisait partie des meilleurs en son temps. Sensibilité du détecteur de -3 à +18 IL, ce qui était beaucoup. Et puis, donc c'était 61 collimateurs avec des collimateurs en croix, un bon système bien posé, bien cadré, bien efficace, qui reste toujours un système très efficace. Néanmoins, si on compare ça avec le système à reconnaissance de forme et la plage de sensibilité de détection hyper étendue qu'il y a sur R8, et bien là encore, le 1DX Mark II est dépassé, enfin même il est complètement dépassé sur la question de l'AF. Et pourtant, il avait un très très bon système. Si vous avez l'occasion de le tester, faites-le. Vous verrez que c'est très 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 efficace, même si c'est dépassé, ça reste un très très bon système qui est professionnellement opérationnel, malgré, malgré que ici, on a mieux. Sur la rafale, alors là sur la rafale, faut pas oublier que le 1DX Mark II est un réflexe, il a une vraie obturation mécanique avec un vrai rideau, et il est capable de faire 14 vues par seconde avec son vrai rideau. Je suis désolé d'insister, mais moi j'aime l'obturation mécanique, et là en l'occurrence on est servi, on a une rafale utile, parce que 14 vues par seconde c'est ce qu'il faut, voilà, on a rarement besoin de plus. Donc là, il y a ce qu'il faut sur le 1DX Mark II. Sur la vidéo, je vais être très bref, Full HD 120, alors c'est bien pour de la Full HD, mais néanmoins un vidéaste aujourd'hui, même s'il travaille essentiellement, même si c'est un vidéaste qui travaille essentiellement en HD,
Ce vidéaste est pleinement conscient qu'à court terme, il pourrait avoir besoin de la 4K, donc un boîtier qui ne fait pas de 4K, ben, il va pouvoir très vite constituer un handicap. Donc maintenant, aujourd'hui, pour un vidéaste, je pense qu'il ne faut surtout pas renoncer à la 4K, même si vous ne l'utilisez pas tout de suite, que c'est dans un an ou plus tard, je pense qu'il faut pouvoir en disposer. Donc là, on a un boîtier réflexe. Alors déjà, un réflexe pas vraiment fait, même s'il a la fonction pour faire de la vidéo, mais en plus, si aujourd'hui il n'a pas la 4K, c'est pénalisant. Et puis moi, je vous conseillerais pas d'aller sur ce boîtier pour la vidéo. Donc en occasion, on trouve souvent aux alentours de 1900 €. On a vu que sur deux sujets essentiels, hein, sur le capteur et sur l'autofocus, il est dépassé par le R8. Quelles seraient ses autres qualités? J'ai dit tout à l'heure, sa robustesse, qui en fait une fiabilité, enfin qui donne de la fiabilité en occasion. Il a un viseur à prisme traditionnel sur réflexe qui est de très grande qualité. Donc pour ceux qui aiment la visée optique et le côté instantané de la visée optique, c'est vrai qu'un DX Mark II, c'est du pain béni. J'ajouterais même que ces petits hybrides, aussi bons soient-ils, ils ont une faille. C'est-à-dire que ils vont se mettre en veille, et quand ils sont en veille, il faut appuyer sur le déclencheur pour qu'ils sortent de leur veille. Là, il se passe 1 seconde et demie, 2 secondes, hein, avant qu'ils s'étirent et qu'ils baillent. Et puis, on peut enfin prendre une photo. Sur un réflexe, veille ou pas veille, vous appuyez, paf, ça part. Et c'est instantané, absolument instantané, quoi qu'il arrive. Et ça, quand vous faites des choses qui nécessitent de la réactivité, du sport, de l'animalier, du reportage, de la photo d'enfant par exemple, et là, effectivement, les réflexes sont un atout parce que chez nous, dans le monde de l'hybride, les boîtiers, dès qu'on se pose un petit peu, ça se met en veille et on est pénalisé parce qu'on n'est pas réactif. Donc pour conclure, sur le 1DX Mark II, à ce prix-là, à 1900 € face à un R8 à 1800 €, moi je vous le conseille pas. Je pense que pour l'instant, c'est un boîtier qui est coté trop cher pour qu'on aille dessus en occasion. C'est déjà le propos que j'avais d'ailleurs dans ma précédente vidéo. Le 1DX Mark II est un très bon boîtier, mais qui pour l'instant, eu égard à la concurrence en boîtier neuf et certains autres boîtiers d'occasion, est un boîtier qui est coté trop cher pour qu'on aille vers lui. Pourtant, il est absolument extraordinaire. Troisième comparaison, troisième boîtier qu'on va comparer avec ce petit Canon R8, c'est le petit Canon R6. Alors, c'est lui qui tourne la vidéo là, donc je peux pas vous l'exhiber comme ça. Petit Canon R6 sur lequel j'ai récemment fait une vidéo, donc je vous la mets en lien. Mettez sur pause et profitez-en, allez la voir. C'est un boîtier alors, un petit peu plus gros que celui-ci, 680 grammes de mémoire. Un boîtier qui était marketé amateur expert et que moi je requalifie de boîtier semi-professionnel. Tellement il est bon. Profitez de ma vidéo pour retrouver un petit peu ce discours sur le Canon R6. Donc un très bon boîtier, un hybride hein, évidemment, de 20 millions de pixels, donc ici on en a 4 de plus. On a une montée en ISO 100 à 102 400 ISO, ce qui est absolument considérable, finalement la même plage d'ISO que sur celui-ci. Une dynamique de 14-26 très proche de celui-ci, un petit peu plus faible, mais bon, un cheveu près, on n'en est pas à ça près en réalité. Il est très facile à exploiter à 12 800 ISO, donc ça veut dire que kiff avec celui-ci. Une sensibilité du détecteur de l'AF de moins 6,5 à plus 20, donc c'est presque la même sensibilité que celui-ci. Celui-ci a plus 21, hein, moins 6,5 plus 21, alors que le R6 a moins 6,5 plus 20. Donc c'est presque la même chose, ça se ressemble beaucoup, c'est des frères. Le R6 a un catalogue de reconnaissance de forme qui est un petit peu moins étendu que celui-ci, puisqu'il faisait partie des premières générations, mais qui néanmoins fonctionne très très bien. Le R6 est doté d'un rideau, d'un obturateur mécanique et d'une obturation électronique. Vous avez le choix entre les trois types d'obturation qui existent aujourd'hui dans le monde de la photo, l'obturation mécanique, le premier rideau électronique
et l'obturation électronique. Donc le R6 fait de la rafale à 12 vues par seconde en mécanique, ce qui est très bien pour du mécanique, et 20 vues par seconde en électronique, ce qui est largement suffisant pour couvrir tous les types de sujets. Donc là-dessus, le R6 est très bien doté. Ici, on a vu tout à l'heure, hein, c'est 40 vues par seconde, donc effectivement le R6 se fait battre, mais il se fait battre sur une gamme d'utilisation qu'on a en réalité quasiment pas. Voilà. En vidéo, le Canon R6 avait des limites, hein. Souvenez-vous, sur la 4K, il pouvait surchauffer, en particulier en IPB non compressé à 50 images ou 60 images par seconde. Surchauffe auquel est moins sujet le Canon R8, hein, puisqu'on arrive à le faire tourner 40 minutes, voire 3 quarts d'heure, sans créer de problème. Donc ça, c'est carrément à l'avantage du R8. Le R6 avait en Full HD, hein, 120 images par seconde, 4K 60, ce qui était carrément très bien. Il avait du C-Log 1 et du C-Log 3, ça donnait le choix, c'était très bien aussi. Néanmoins, le R8 là-dessus fait mieux. Donc j'ai envie de dire, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo en vidéo. Le R8 va battre le petit R6. Il en est de même sur la photo, même si c'est moins flagrant et que c'est plus sur des sujets pas forcément déterminants. Atout du R6, il a un obturateur mécanique. Pour ceux qui sont attachés comme moi, c'est important. En occasion, il est coté sur la cote chasseur d'images, et n'oubliez jamais quand je donne des prix, c'est ceux au moment où je tourne la vidéo, et c'est ceux de la cote chasseur d'images qui se veut universelle mais qui ne l'est pas. Hein, on est bien d'accord, c'est pas parce qu'on la prend en référence qu'elle est universelle. Donc il est donné le R6 pour 1500 € d'occasion, c'est un boîtier, rappelons-le, qui était vendu 2900. Donc il a divisé son prix par deux. Néanmoins, il y a un piège, enfin jusqu'à présent, parce qu'à mon avis, avec ça sur le marché, ça va changer. C'est que coté à 1500 €, souvent, il était proposé par les revendeurs en occasion entre 1700 et 1800 €. Et il se vendait très très vite, pour une raison très simple, c'est que ce boîtier ayant une réputation hors norme et des qualités qui vont avec sa réputation, on se battait, on se bat toujours pour les acheter d'occasion quand on peut en trouver. Sauf qu'avec ça, disponible en neuf, je pense que le prix va chuter. Je pense qu'on va réellement les trouver à 1500 aujourd'hui, ce qui pour le coup on fera une très très bonne occasion, parce que cette capacité-là à 1500 €, c'est du pain béni. Donc là, pour le coup, oui, le Canon R8 a de très gros atouts dans sa manche, mais le R6, quand il sera vraiment décoté et vraiment vendu en occasion à 1500 €, sera probablement l'occasion qui va se mettre en balance et s'interposer avec le Canon R8. Et du coup, que je serais tenté de vous recommander si vous êtes attaché en particulier à l'obturation mécanique. Si c'est la vidéo qui est importante, par contre, à mon avis, vaut mieux privilégier ça parce que celui-ci est bien mieux conçu pour ce qui est de la vidéo. Peut-être la petite faille, le Canon R6 étant plus pro, il a 2 logements de cartes, celui-ci n'en a qu'un, donc ça veut dire que vous ne pouvez pas sécuriser. Après, il y a une astuce pour sécuriser. Quand on n'a qu'un seul logement de cartes, c'est de prendre des cartes plus petites, ce qui vous oblige à changer de carte. Mais si une carte qui claque, toutes les cartes qui ont été faites avant, qui ont été sorties du boîtier, évidemment, ne sont pas claquées. Ça vous permet de sécuriser une partie de votre travail avec cette méthode-là. Alors je sais, c'est de la méthode un peu vieille école, mais voilà, quand on n'a qu'un seul logement de cartes, il faut qu'on se débrouille comme on peut. Après, sinon, il y a la méthode vidéaste. Hein. On met ça sur un rig, on met un Atomos Ninja 5 ou Ninja 5 Plus, et on enregistre sur disque dur. Néanmoins, attention, l'enregistrement sur disque dur, il y a un disque dur, hein, pas deux. C'est pas un NAS en RAID 1 ou une technologie plus avancée. Donc là encore, il faut faire attention avec la sauvegarde. Pour conclure avec ce R8, chez Déclic 17, ils me l'ont prêté. Est-ce que je leur rends? Hein, dites-le moi en commentaire, est-ce que je leur rends ça, ce petit bijou là? Non, blague à part, effectivement, hein, vous l'aurez compris, je suis très enthousiaste sur ce boîtier. 1800 €, cette capacité-là qu'on peut qualifier de capacité professionnelle, même si le boîtier est designé comme un boîtier amateur, on a un très bon outil. Un outil
qui va très très bien résister aux très très bonnes occasions qui peuvent sortir aujourd'hui sur le marché. Un outil qu'on peut comparer avec le Canon R7 si on veut préférer la PSC. Un boîtier qui peut faire mal à un DX Mark II malgré que l'un DX Mark II soit extraordinaire. Un boîtier qu'on peut mettre sans honte en face du Canon R6. Et ben tout ça c'est impressionnant, voilà, pour le petit poussé des pleins formats chez Canon R, voilà, c'est impressionnant, réellement, et c'est à la hauteur de la promesse, hein, parce que quand on voit atterrir une fiche technique, et quand on n'a pas eu l'objet en main, on se dit toujours, ouh là 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 là, est-ce que c'est vraiment sérieux? Bah oui, ça l'est, c'est tout petit, et c'est très sérieux, donc oui, bah, si vous avez précommandé, si vous avez déjà précommandé le Canon R8, bah, attendez-le avec impatience, vous ne serez pas déçus. Si vous ne l'avez pas encore commandé et qu'il vous fait de l'œil, bah allez-y, qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Et je pense que vous serez tout simplement un heureux utilisateur de Canon R8 et gamme Canon R. Donc je vous souhaite le plus grand plaisir avec ce boîtier-là. Je vous rappelle que cette vidéo n'était pas sponsorisée, que le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter ici, c'est de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu en bas, et puis de me suivre régulièrement, d'activer la cloche de notification pour que vous puissiez avoir mes nouvelles vidéos, mes nouveautés. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, parce que vous pouvez me retrouver sur Instagram notamment. Je vous dis à très bientôt, hein. Alors j'ai pas publié beaucoup de vidéos là depuis un mois, mais néanmoins j'y pense, je pense à vous, j'ai des sujets sur le feu, là j'y travaille avec ardeur, ça va arriver, donc à très bientôt, merci de m'avoir suivi.